Bonjour tout le monde, ici Francis Parquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, Arthur Beterbiev de retour à Montréal. Christian Mbili offre une solide performance et Lomachenko fait passer un mauvais quart d'heure à Richard Comey. Et c'est avec bonheur que j'accueille Monsieur Vincent Morin. Bonjour Vincent. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Juste avant de commencer, préciser que ce balado est présenté en collaboration avec Groupe Yvon Michel. Et de ce fait, on reçoit le matchmaker officiel de Groupe Yvon Michel, Vincent Morin, un habitué du balado. Hein. Tu es venu en Oui. visite à quelques reprises et je pense que tu es une des personnes les mieux placées pour parler du gala du 17 décembre, présenté vendredi soir au Centre Bell. Sauf erreur, là, ça fait pas mal de temps qu'il n'y a pas eu un gala d'envergure qui a été présenté au Centre Bell, un champion du monde unifié de par surpoids. C'est quand même rare que ça arrive. La dernière fois, toi, Vincent, là, t'as les dates en réflexe très vite. C'était Kendall Holt contre Tim Bradley, si ma mémoire est bonne. Oui, oui, exact. C'est Alexandre Choco qui avait organisé ce gala-là, qui était sorti un peu de nulle part, puis ça avait donné tout un combat, c'était surprenant. Hem, mais là, on a quelque chose de différent avec Arthur Beterbiev. Tu sais, on parle d'un boxeur qui est livre pour livre dans le top 10, pour moi, un des meilleurs boxeurs au monde. Je pense que c'est peut-être une des dernières fois qu'on va pouvoir le voir à Montréal. Je pense que ça va être, une grande occasion. J'ai hâte de voir avec Marcus Brown, qui est un boxeur surprenant, très agile, menton des fois qui peut être un peu douteux, mais Arthur a toujours eu un petit peu de misère avec les boxeurs qui sont gauchers. Généralement, les boxeurs qui ont réussi à durer un petit peu avec Arthur, ça a toujours été des gauchers, comme on a pu voir avec Alexander Johnson au début de sa carrière, c'était ça aussi. Euh, on parle d'Alexander Usyk qui l'a battu 2 fois en amateur, qui était un boxeur gaucher, mais là, on parle d'un boxeur exceptionnel. J'ai hâte de voir avec Marcus Brown, stylistiquement, comment ce combat-là peut durer. Mais honnêtement, je ne vois pas à 175 livres qui peut battre Arthur présentement. Là. Je vois pas. Puis, tu sais, j'ai regardé le dernier combat de Bivol en fin de semaine. Puis, tu sais, Bivol qui est un bon boxeur technique, mais je vois pas comment tu peux résister à la puissance d'un gars comme Arthur Beterbiev. Honnêtement, tu sais, il gars avec des saisons, avec des gros gants, puis il fait mal à tous les boxeurs avec qui il met les gants. Tu peux demander à n'importe quel boxeur qui a mis les gants avec Arthur Beterbiev, il va te dire que c'est une expérience en soi. Dans son cas d'Arthur Beterbiev, est-ce que c'est plus le moment où il va. Je me souviens, Marc Ramsey, son entraîneur, disait toujours, tu sais, chaque boxeur a un peu une date d'expiration, là, un moment donné, ben, Mhm. c'est l'âge, c'est les années d'entraînement. Beterbiev s'est pas nécessairement battu beaucoup dans les rangs professionnels pour toutes sortes de raisons, mais il a quand même une carrière amateur assez intense, une carrière vraiment prolifique. Est-ce que tu as eu des signes avant-coureurs qui commencent à être un peu usés ou au contraire, on sait que c'est quelqu'un qui a des très saines habitudes de vie, là. Moi, je pense Est-ce que c'est ça qui est capable de durer dans le temps? Moi, je pense qu'il va avoir une longue durée, simplement parce qu'il est pas usé. Tu sais, à un combat par année comme ça, tu sais, puis, on parle d'un boxeur qui boit pas d'alcool, un boxeur qui sort pas, il vit au gymnase, donc il est dans une condition physique qui est exceptionnelle. Il y a une génétique spéciale aussi. Vraiment, tu sais, on parle d'un athlète exceptionnel. Je pense qu'il écoute, sans dire que ça va être Bernard Hopkins non plus, parce que là, on parle d'exception. Je pense qu'il peut avoir une longévité qui va être plus longue que le boxeur normal. Je pense qu'on va le voir au-dessus de 40 ans. Puis, premièrement, comme j'expliquais, c'est la génétique. Deuxièmement, c'est le fait qu'il n'est pas usé. Puis troisièmement, c'est une hygiène de vie qui est exceptionnelle. Tu sais, on parle d'un gars qui vit dans le gymnase, qui est là tous les jours. Tu sais, Marc est obligé de le ralentir au gymnase parce qu'il en fait toujours plus. Honnêtement, puis tu sais, on parle d'usure en boxe professionnelle. Tu sais, il a été au 12e round une fois avec Adam Daines. Son dernier combat, il a chassé la rouille. Tu sais. Il n'a pas pris de dommages. Tu sais. Il a été au tapis contre Callum Johnson. Il n'a pas pris de dommages. C'est qu'on appelle un flash knockdown. Tu sais, je ne l'ai pas vu couper, je ne l'ai pas vu avec par exemple, une blessure à la main où il s'est cassé la main. Ou, tu sais, il n'y a pas eu de blessure majeure non plus. Donc, tu sais, pour moi, je pense que oui, tu sais, éventuellement, il va ralentir, mais ça va prendre un petit peu plus de temps qu'un boxeur qui a des mauvaises hygiènes de vie ou qui a été dans des guerres mon tu sais, des grosses guerres mondiales. Donc, dans son cas, à un combat par année, puis on parle d'un gars qui est au gymnase tout le temps, je pense qu'on risque de le voir pour plusieurs années. Par contre, probable qu'un gars comme Canelo Alvarez va attendre qu'il soit un petit peu plus vers la fin pour l'affronter parce que il commence à avoir une grosse réputation. Les gens savent à quel point il cogne dur. Puis, on va se le dire, c'est pas tout le monde qui veut affronter un gars comme Arthur Beterbiev.
Ouais, non, tout à fait, hein. C'est un boxeur qui est, tu sais, malgré le fait qu'il soit quand même associé, maintenant avec une grosse entreprise comme Top Rank, des fois, il a pas le nombre d'amateurs qui le suivent comme un Canelo, par exemple, ou d'autres boxeurs là, qui sont parmi les plus populaires. Même Terence Crawford, qui est un boxeur exceptionnel. Bob Arum Ouais. disait qu'aucun des événements qui ont été présentés jusqu'à maintenant a été rentable. Il va falloir emmener qu'il accepte de mettre de l'eau dans son vin. À son dernier combat, c'était présenté à la télé à la carte, puis il n'y a pas nécessairement eu un nombre d'achats significatif. Là, pourtant, ça a été un. Je pense pas que les gens qui ont regardé le combat l'ont regretté. Là, ça a été un événement Non. exceptionnel. Généralement, quand tu as un boxeur comme ça qui est dominant, vraiment, vraiment dominant, puis qui a pas, tu sais, qui a qu'on appelle un fanbase, mais un fanbase quand même assez limité, comme c'est, tu sais, Crawford, il va vendre, par exemple, dans son État au Nebraska, mais c'est pas, tu sais, c'est pas un boxeur flashy, qui va faire des grosses déclarations. C'est pas un gars qui, qui met l'emphase sur les réseaux sociaux. C'est un peu la même chose avec Arthur. C'est un gars respectueux. C'est pas quelqu'un qui va faire des grosses vagues. Donc, quand on n'a pas un gros fanbase ou un gros following à la Ryan Garcia, par exemple, ou quand tu n'as pas un peuple derrière toi comme Canelo Alvarez, c'est difficile quand on ne vend pas comme ça, qu'on est dominant en plus. Donc, c'est vraiment difficile là, d'aller chercher des gros combats. Ça a été un peu le problème avec Arthur, puis c'est aussi le même problème avec Terence Crawford. Pour revenir à Marcus Brown, bon, on le connaît parce qu'il a affronté Jean-Pascal. Hein, on se souvient, c'est un combat qui avait été présenté à Brooklyn. C'était Ouais. au mois d'août 2019. Tu sais, ça avait été disons, le point culminant de la renaissance, entre guillemets, de Jean-Pascal à la suite de son Mhm. association avec Stéphane Larouche. Hein. Une victoire qui était un peu sortie de nulle part parce qu'à ce moment-là, Ouais. Marcus Brown avait une fiche parfaite, revenait d'une victoire contre Badou Jack. Et comme tu l'avais évoqué, Vincent, d'entrée de jeu, avait démontré un menton vraiment fragile pendant ce combat contre Jean-Pascal. Mais ce qu'il faut dire, c'est, si tu me permets l'expression en anglais, un blueprint pour battre Marcus Brown, où il est meilleur que ce qu'il a démontré contre Jean-Pascal. Je crois que contre Jean a été un peu sous-estimé. On s'attendait à ce que Jean soit une victoire formelle du côté de Brown. Je pense qu'il venait de battre Badou Jack. Personne ne s'attendait à ce que Jean sorte une grosse performance comme ça. Euh, Somme toute, à part les 3 chutes au tapis, le combat était quand même serré. L'affaire avec Marcus Brown, c'est qu'il est vraiment bon. Tu sais, c'est un bon boxeur technique, il est rapide, il est agile. On parle d'un Olympien. Mais oui, quand on le frappe directement sur le menton, on peut le voir que son menton, c'est pas le meilleur. Par contre, il se relève toujours. Donc, tu sais, il y a des boxeurs, une fois qu'ils sont blessés et qui vont rester au tapis, mais dans le cas de Brown, c'est toujours relevé. Je l'avais déjà vu des faiblesses contre Kalajic, je pense que c'est en 2016. C'est un combat que Brown, honnêtement, je ne l'avais pas gagné dans ce combat-là. Il a gagné une décision qui était controversée. Il avait été au tapis. Mais l'affaire avec Brown, c'est que s'il tombe une fois, il va continuer quand même à se battre. Donc, il va vraiment falloir que Arthur l'assomme pour l'arrêter. C'est le gars du cœur. Euh, mais oui, son menton est fragile. Par contre, c'est un boxeur très, très agile. Je pense qu'on va voir, surtout dans un combat de championnat du monde comme ça, où il va prendre les choses vraiment plus au sérieux que contre Pascal. Je pense qu'on va voir une version 2.0 de Brown. Donc, c'est sûr, un combat de championnat du monde, je m'attends à ce que son camp d'entraînement va avoir été irréprochable. Je m'attends à ce qu'il soit vraiment, vraiment sharp. Ça va être compliqué pour Arthur, je te dirais, dans les 5-6 premiers rounds, parce que Brown ne voudra pas se faire toucher par Arthur. Arthur, qui a un style qui est différent aussi de Jean. Tu sais, Jean, quand il a envoyé au tapis Marcus Brown, c'était un gros moulinet, c'était un gros crochet de droite comme ça. C'est pas un coup que Arthur va lancer. Arthur, qui a des coups qui sont plus linéaires, tu sais, qui sont directs. L'affaire, c'est que dès que tu es à courte distance avec Arthur, il peut t'assommer avec un coup qui est une durée de 6 pouces. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui peuvent faire ça. Par contre, on ne verra pas lancer des grands moulinets à la Jean-Pascal. Donc, je suis convaincu que Marcus Brown va être super bien préparé, que ça va être un bon combat. Mais je m'attends à ce qu'Arthur risque de l'arrêter probablement aux alentours du 8e, 9e ou maximum 10e round. Mais ça risque d'être compliqué. Le début de combat va être vraiment compliqué pour Arthur. Brown aussi, c'est un boxeur qui n'hésite pas, on pourrait qualifier ça de jouer salaud. Hein, souvent, dans sa carrière, perdu des points pour Mhm. avoir accroché. Est-ce que c'est. On se souvient, là, Lucien Boutet notamment, là, aussitôt que ça se mettait un peu à être moins technique, mais plus dans l'accrochage, de vouloir ralentir le rythme, est un petit peu désemparé. Dans le cas de Beterbiev, est-ce que tu sens qu'il est outillé pour ce genre de boxe-là?
Ah, qui est pas dans les règles de définitivement. l'art, là. Non, non. Arthur, tu sais, honnêtement, c'est un tank. Quand il va arriver il peut se battre à l'extérieur comme à l'intérieur, puis il est vraiment, vraiment habile vraiment à courte distance. Il peut te faire mal avec n'importe quel coup de poing. Tu sais, dans le cas, par exemple, d'un Adonis Stevenson, on savait que c'était la grosse gauche. La grosse gauche allait te faire mal. Mais du côté d'Arthur, ça peut être un uppercut, ça peut être une droite, ça peut être un crochet de gauche. Il peut te faire mal de partout, par en haut, par en bas. Il va être capable de lancer 70, 80, 85 coups par round. Puis ça ne le dérangera pas de faire ce qu'on appelle un dogfight. Si on regarde le combat avec Tavares Cloud, une fois que Cloud était blessé, il essayait d'accrocher. Mais Arthur continuait de pousser puis de frapper à l'intérieur. Puis, il est vraiment à l'aise quand un gars va accrocher, il va continuer de frapper. Je pense que Arthur aime ça se battre, c'est naturel pour lui. Donc, si Marcus Brown essaie d'accrocher puis de se battre à l'intérieur, Arthur va juste adorer ça. Il va pousser avec le coude, avec les épaules, il va continuer de frapper. Je pense que c'est pas dans l'intérêt de Marcus Brown de garder ce combat-là à courte distance. Tu l'évoquais précédemment, hein, je pense que plusieurs ici, spécialistes de la boxe au Québec qui considèrent Arthur Beterbiev comme un membre du, top 10 livre pour livre. Il y a des journalistes américains qui poussent pour ça, notamment, tu sais, Teddy Atlas qui avait dit, sur ESPN dans son classement après la victoire contre Gvozdyk, tu sais, il pousse son nom, mais malheureusement, il y a pas cette reconnaissance-là. Comment tu expliques ça? Toi, pour rappeler aux gens, tu étais établi, au Québec avant, maintenant tu es dans la région de Boston, là, tu es à cœur même, de comprendre un peu la mentalité, puis tu côtoies des gens des Américains. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il n'y a pas cette reconnaissance-là, Arthur Beterbiev? Ben, après ce combat-là, donc une fois qu'il est devenu champion unifié, ça a été compliqué de trouver des adversaires pour lui, tout simplement. Ça a été difficile de trouver des combats. Son dernier combat, il est obligé de le livrer en Russie. Le fait, tu sais, qu'il y avait pas comme j'expliquais, un fanbase, une reconnaissance, tu sais, comme, des fois, quand tu as un boxeur qui a un bon fanbase, tu peux faire venir, par exemple, dans le cas de Luciane Boutet, qui avait un fanbase hallucinant, tu sais, chaque fois que la télé américaine venait à Montréal, ben, il y avait minimum 8 000 10 000 personnes, des fois même plus. Dans le cas de Jean Pascal, il a affronté tout le monde, mais dans le cas d'Arthur Beterbiev, on s'est ramassé qu'on avait de la difficulté à trouver des adversaires. Tu sais, on parlait d'un combat avec Joe Smith. Là, tu vois, c'est un combat qui aurait pu le faire vraiment, vraiment euh, grossir aux États-Unis parce que Joe Smith est une tête d'affiche. Depuis qu'il a battu Bernard Hopkins, il est devenu un nom aux États-Unis, les gens le connaissent. Donc, ça prenait un nom signature vraiment sur le tableau pour Arthur Beterbiev. Dans le cas de Gvozdyk, c'est son seul nom. En gagnant ces ceintures-là, on aurait pensé qu'il aurait pu unifier les ceintures. On aurait pu voir un combat avec un Kovalev ou, comme j'expliquais, avec un Smith, mais c'est juste pas arrivé. COVID est arrivé, donc naturellement, on parle d'une activité de presque 2 ans pour la majeure partie des boxeurs avant que la bulle à Vegas recommence. Puis, tu vois, Arthur devait défendre sa ceinture contre son aspirant obligatoire. C'est pas arrivé. Finalement, on a été chercher le deuxième parce que Mank, je pense qu'il n'a pas pu avoir son visa pour rentrer en Russie. Tu sais, ça a été une année et demie, 2 ans très, très compliqué pour pas mal tous les boxeurs. Mais avec une victoire sur Brown, je pense que Arthur va être bien outillé, là, soit pour affronter Smith ou Bivol éventuellement pour unifier les ceintures. Puis avec toutes les ceintures, je pense qu'on va pouvoir éventuellement penser à Canelo Alvarez. On est dans une division où c'est difficile d'aller chercher des gros noms présentement. Tu sais. C'est pas les poids légers, c'est pas les poids moyens. Le gros nom de la boxe dans ces eaux-là, c'est Canelo Alvarez. Puis, tu sais, Alvarez peut choisir ses adversaires. Puis je pense pas qu'Arthur Beterbiev, c'est le premier choix. Ouais, parce qu'une défaite contre, Beterbiev, là, tu sais, autant la défaite contre Floyd Mayweather l'avait lancé à l'époque, tu sais, c'était un peu la passation des pouvoirs. C'est lui qui est devenu après ça un peu le roi des événements à la télévision à la carte. Une défaite contre Beterbiev, ça serait plus dommageable probablement que Ouais, parce profitable pour qu'on la parle carrière de Canelo. exact, on parle d'un gars qui est quand même dans la fin trentaine, là. Donc on parle pas, faire contre un gars qui est en ligne vers les 40 ans. C'est sûr que c'est c'est pas comme perdre contre Floyd Mayweather, qui est probablement un des meilleurs, honnêtement, je sais pas si je le mettrais dans mon top 5, mais probablement dans mon top 10 des meilleurs boxeurs, de tous les temps, tu sais. Quand tu perds contre un all-time great, c'est pas la fin du monde, mais éventuellement, on va voir. Regarde, honnêtement, j'ai hâte de voir comment Arthur va performer avec Brown. Hem, c'est spécial ce que je vais dire là, mais
s'il performe trop bien, ça va être encore plus difficile de trouver des adversaires selon moi. Mettons qu'il réussit à lui passer un KO super rapide, ben là, je pense encore une fois, déjà qu'il y a pas un nombre calculable de gars qui veulent affronter Arthur Beterbiev, mais mettons qu'il passe le KO à Brown au deuxième ou au troisième round. Encore une fois, ça va être encore plus difficile d'aller chercher un autre combat. Mais regarde, on va voir. Je pense que Brown qui est quand même outillé pour donner un bon combat à Arthur. Autre combat qui est présenté sur la carte du 17 décembre qu'on va suivre avec énormément d'intérêt, c'est évidemment celui de Marie-Ève Dicker. Pour elle, ben, c'est un retour officiel après sa défaite Clarissa Shields. On parlait de Mayweather comme un des meilleurs Ouais, de tous les temps. Ben, je pense que Clarissa Shields, je pense que plusieurs s'entendent pour dire que c'est la meilleure boxeuse de tous les temps. Euh, ouais. Là, étant donné qu'elle est passée dans les arts martiaux mixtes, c'était surtout des raisons financières, afin d'être récompensée pour son talent. Marie-Ève Dicker a l'occasion de remettre la main sur la ceinture qu'elle avait perdue dans ce méga combat d'unification. On parle de celle de l'IBF des poids super mi-moyens. Elle affronte Cynthia Lozano, une boxeuse mexicaine invaincue. Est-ce que tu crois que Marie-Ève est parvenue à surmonter la déception de ce combat-là contre Clarissa Shields? On se dit, ben écoute, j'ai essayé, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, on veut se mesurer au meilleur, ça n'a pas fonctionné, c'est des choses qui arrivent, mais donc on remet les mains à la pâte, on travaille, puis on a l'occasion de redevenir championne du monde. Écoute, comme j'expliquais, tu affrontes une boxeuse qui est probablement, si c'est pas la meilleure de tous les temps, probablement dans le top 3 des meilleures boxeuses de tous les temps. Présentement, c'est la meilleure boxeuse livre pour livre au monde. C'était pas gênant comme défaite, tu sais. Ça me fait penser un peu à l'époque quand Eric Lucas avait été affronter Roy Jones qui était dans son apogée, qui avait vraiment bien fait. Ben, c'est un peu le même principe pour Marie-Ève. C'est un super beau combat d'apprentissage. Elle a fait la limite. Elle a pas eu l'air folle non plus. Elle a perdu au point, OK, mais elle a quand même été, somme toute, compétitive, même si elle n'a pas gagné la majorité des rounds. Elle n'a pas eu l'air folle, donc je pense que c'est un gros combat d'apprentissage. J'ai hâte de voir avec Lozano ce que ça va donner. Lozano a un style complexe. C'est pas vraiment le genre de boxeuse qu'elle a affronté. Lozano, là, elle lance des coups non-stop. Sans le talent d'un Léonard Dorine à l'époque, mais elle me fait penser un peu à un Léonard de par le style, parce qu'elle arrête juste pas de lancer des coups. Donc, dans un round de 2 minutes, elle peut lancer 50, 60 coups. Elle arrête jamais de lancer des coups. Marie-Ève va pas affronter ce type de boxeuse bully-là, avec ce style-là. Donc, ça va être intéressant de voir si les outils qu'elle a pris dans le combat avec Clarissa Shields, elle va être capable de les appliquer face à une boxeuse qui est pas conventionnelle. Autre belle histoire sur ce gala-là, c'est celle de Yann Pellerin. C'est une carrière qui a été un peu lancée comme ça. Tu sais, je veux pas dire qu'on n'avait pas d'attente, mais là, l'occasion de se battre pour un titre mineur de la NABO chez les poids lourds légers. Euh, tu connais bien Yann Pellerin, tu as eu l'occasion de le côtoyer dans les gymnases et tout. Tu sais, c'est un boxeur qui est issu des arts martiaux mixtes. Donc, tu sais, on a souvent entendu des histoires comme de quoi, là, d'apprendre à se déprogrammer, c'est long. Est-ce qu'il a enfin trouvé sa vitesse de croisière ou il est encore dans cette transition-là? Tu sais, il se bat quand même pour un titre de la NABO. C'est quand même significatif dans une carrière. Là, ça permet de s'installer dans les classements mondiaux. Là. Pour Yann, il a déjà fait plus que les gens pensaient qu'il était capable. Tu sais, à l'époque, quand Yann a commencé à boxer, comme tu expliquais, on parle d'un judoka qui a commencé à faire des arts martiaux mixtes, puis qui a appris la boxe pour pouvoir compétitionner en arts martiaux mixtes. Une fois que sa carrière en arts martiaux mixtes s'est terminée, il s'est dit: «Écoute, j'ai aimé ça la boxe, j'aimerais ça essayer ça». Il y avait certains défauts, comme tu expliquais, qu'il fallait corriger. Son menton était un peu haut. Des fois, il avait tendance à bouger avec les mains basses, un peu comme en arts martiaux mixtes, comme au lieu de rouler avec les coups bas, chose que tu fais pas en arts martiaux mixtes pour pas recevoir des coups de genoux. Lui, il avait tendance à garder la tête un peu plus haut pour pas recevoir ça, mais il recevait des fois des crochets dans les câbles. Mais Yann, c'est un gars qui a une condition physique exceptionnelle. Il fait que ça s'entraîner. C'est un gars qui travaille fort. Qui a un bon menton. Ça, une chose que tu peux pas acheter pour un boxeur, que tu peux pas développer, c'est un menton. Tu l'as ou tu l'as pas. Yann a un bon menton naturellement. Il s'est entraîné avec des boxeurs solides. Il a mis des gants avec des Wilfred. Il va dans différents gymnases pour mettre les gants. Je pense qu'on a vu comme une progression quand même évolutive. On a commencé tranquillement. On parle de Yann qui a commencé vraiment, vraiment sur le tard à boxer. Présentement, il a 41 ans.
il a pas l'air d'un gars de 41 ans parce que, tu sais, il a une bonne hygiène de vie, il s'entraîne fort. Puis ça a été un des gars qui a été le plus actif pendant la pandémie. J'ai trouvé des combats ici, j'ai été dans son coin. Il a remporté un petit titre mineur ici, là, que son rêve, c'était de boxer pour une ceinture. J'ai trouvé une petite ceinture ici qui l'amènerait pas dans les classements mondiaux. Tu sais, c'est un titre American Boxing Federation, qui est une fédération très, très mineure. Et le but, c'était juste tu sais, de lui faire boxer dans un 8 rounds pour lui donner cette expérience-là qu'il gagne une ceinture. Mais là, une ceinture, une vraie ceinture, là, une ceinture significative qui va le rentrer dans le top 15 mondial de la WBO. Tu sais, Yann, s'est bâti une belle fiche. Puis le boxeur qu'il va affronter, vraiment pas mauvais, là. Tu sais, il y a eu une défaite, je pense, en début de carrière, puis une défaite après ça sur un show d'Eye of the Tiger contre un des Russes, Arthur Ziadjanov. Je pense que, tu sais, on parle d'un boxeur solide et un combat de 10 rounds. Tu sais, Yann, on a commencé à le faire boxer dans des 4 rounds, des 6 rounds. On n'avait même pas cette espérance-là. On pensait lui donner des combats locaux, puis tout. Il a déjà été plus haut de ce qu'on s'attendait de lui. Tu sais, honnêtement, c'est tout à son honneur. Yann a commencé à boxer, je pense, à 37, 38 ans. Imagine, tu vas te battre pour un combat qui va te mettre dans le top 15 mondial. Tu sais, Yann, il est déjà satisfait, je pense, de sa carrière, de ce qu'il a réussi. Puis, il y a une victoire là, honnêtement, ça va, comme j'expliquais, avec une petite ceinture mineure, je pense qu'on va déjà avoir excédé toutes les attentes pour Yann Pellerin. À partir de là, il risque d'avoir un appel. Tu sais, avec une victoire, il va avoir un appel pour un combat payant. Puis, écoute, il va pouvoir se retirer là-dessus après un combat payant ou pour une chance pour un combat éliminatoire. Puis, tu sais, honnêtement, les gens, des fois, ils trouvaient que Yann affrontait des gars avec des fiches douteuses. Tout ça, mais on parle d'un gars qui a 0 combat amateur. Tu sais, il a commencé vraiment, il a appris dans les rangs professionnels sur le tas. Honnêtement, j'ai que du respect pour un gars comme Yann Pellerin qui a appris dans les rangs pro. Puis ses combats, il les a gagnés. Tu sais, je veux dire, il a pas volé aucun combat. Ses combats, il les a gagnés. Il y a eu une défaite en début de carrière en sous-carte de Pascal Bossé. Il est retourné au gymnase puis il a gagné tous ses autres combats. Donc, pour moi, c'est chapeau pour un gars de 41 ans qui continue à travailler fort comme ça puis à aller au gymnase puis à gagner ses combats. Autre nom intriguant qui s'est récemment ajouté à la carte, c'est celui de Batir Youkhambayev qui a disputé ses Oui. 18 premiers combats avec Eye of the Tiger Management ici au Québec. Bon, il y a eu un genre de schisme entre les deux parties et a disputé son dernier combat aux États-Unis. C'était contre Subrel Mathias, un combat qu'il a perdu après abandon à la suite du 8e round. C'est un combat qui est extrêmement serré sur les cartes des juges. Euh, Comment le rapprochement entre Youkhambayev et Jim s'est fait en vue de ce gala-là? En fait, c'est arrivé à la dernière minute. On cherchait à ajouter un dernier combat. Batir, à son dernier combat, ben, il a perdu, mais un combat très compétitif contre un boxeur du top 10 mondial. Donc, c'est pas gênant, mais je pense qu'il voulait remonter en selle, donc prendre un combat pour revenir dans le ring, un combat de retour. Et finalement, il nous a contactés. Son agent nous a contactés, puis on était très ouverts à le faire boxer sur notre carte. Je crois que ça va être Stéphane Larouche dans son coin. Donc, ça va être intéressant. Pour nous, c'est un super bel ajout là, à notre carte. C'est un boxeur très spectaculaire qui donne tout le temps un gros spectacle. Je pense qu'on va le revoir dans des gros combats à 140 livres. Tu sais, oui, il a perdu son dernier combat, mais on parle contre un boxeur de très, très, très bon niveau. Puis, si les deux se raffrontent, possible que Baptiste soit capable de prendre sa revanche. Donc, c'est un combat qui était très compétitif. Euh, Tu sais, honnêtement, je suis très content de cet ajout-là. Je pense que les gens aiment Baptiste. Toutes les fois qu'il a boxé, les gens ont vraiment adoré. Des fois, il se ramasse au tapis, il se relève, il envoie son adversaire au tapis. Donc, je pense qu'on ne peut pas se tromper en ajoutant un gars comme Baptiste Jukambayev sur notre carte. C'est un gars qui a été un peu victime des circonstances, entre guillemets, là, depuis le début de sa carrière, parce que quand il s'est amené ici au Québec, c'était une association avec Stéphane Larouche. Bon, il y a eu des disputes en haut lieu. Là. Youkhambayev avait absolument rien à voir avec ça. Là. Son association avec Stéphane Larouche s'est terminée. On a vu ce qu'il a été capable de faire avec Jean Pascal et pas juste lui, mais d'autres boxeurs dans le passé. As-tu toujours trouvé que cette équipe-là, cette paire-là, faisait un travail là, que, tu sais, ils étaient destinés l'un pour l'autre d'une certaine manière? Je pense que oui, si tu parles de destin. Je pense que ces deux étaient vraiment destinés à se rencontrer et à travailler ensemble. La chimie était là. Tu sais, quand il y a une chimie entre un boxeur et un entraîneur, tu peux faire ce que tu veux, mais elle va être là. La chimie est là ou pas entre un boxeur et un entraîneur. Dans le cas de Stéphane et Baptiste, je pense qu'elle était là naturellement. Donc, oui, c'est vraiment naturel de voir ces deux-là encore travailler ensemble. J'aurais parié ma chemise là-dessus.
Et en terminant, dernier nom intriguant, on sait, Jim a annoncé avant le début de notre enregistrement la tenue d'un gala qui va mettre en vedette Michael Zouski à Trois-Rivières le 25 mars 2022. On a également rappelé bon, toute une série d'événements. On dit que ça va finalement être bon an, mal an, 12 événements qui sont au calendrier l'année prochaine. Puis on ne sait, Oh, sait sérieux. jamais qu'est-ce qui peut se rajouter, mais on parlait notamment de l'entente avec ProBella, mais tout ça pour arriver Mhm. on n'aura pas le choix d'avoir des boxeurs pour meubler les cartes. Là. On a déjà des noms connus. On pense notamment à Sébastien Bouchard, Marie-Pierre Roule ou encore Alexis Barrière. Mais il y a un nom intriguant qui a été mis sous contrat par l'organisation, c'est Éric Passeran. On parle d'un des meilleurs espoirs de la boxe amateur canadienne. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Parce que j'imagine que tu l'épis depuis quelques années déjà. C'est un des meilleurs jeunes boxeurs qu'on a pu voir dans les dernières années. Il est vraiment, vraiment habile. Il est grand pour sa catégorie de poids, il se déplace bien, vitesse de main. Écoute, on parle d'un boxeur qui allait se boxer. À l'époque, là, il était encore un boxeur novice là, de 8, 9 combats amateurs. Il affrontait déjà des boxeurs élites là, de 50, 60, 70 combats. Il déclassait des gars avec 3 fois, 4 fois, 5 fois son expérience. C'est un naturel. Je vous le dis, il est spectaculaire. On risque de voir quelque chose de vraiment, vraiment génial avec lui. Euh, des fois, il y a des jeunes surdoués, tu sais, qu'on ne sait pas d'où ils sortent. Tu sais, on s'entend que la Colombie-Britannique, c'est pas une terre fertile en talent habituellement. Ce gars-là est sorti vraiment de nulle part. Heu, Écoute, il a affronté des gars comme Blumenfeld. Il y a des victoires en amateur contre des Cubains. Personne ne l'a vu sortir, là. Il est sorti vraiment de nulle part. Puis une fois que moi et Bernard Barré, tu sais, on l'a vu sur vidéo, on a fait: «Aïe aïe, c'est quoi ce boxeur-là? Faut absolument on peut pas le laisser partir, là». Présentement, il est à Montréal, donc avec l'équipe nationale. Puis, tu sais, en combat d'entraînement, il donnait des coups à vraiment, vraiment tout le monde. Tu sais, un boxeur qui avait tu sais, là, présentement, il y a eu une soixantaine de combats amateurs, mais tu sais, battre des Cubains, battre des gros gars de calibre international avec un bagage aussi limité, on voyait qu'il y avait quelque chose de spécial, puis on ne pouvait pas se tromper avec lui. Le potentiel de ce boxeur-là est illimité, là. On parle d'un gars qui est encore là, qui a atteint peut-être le 10e de ce qu'il peut devenir, là. Donc, il y a un potentiel de talent, ce gars-là, illimité. C'est juste de bien l'entourer. J'ai hâte de voir. Son entraîneur, c'est un certain Jonathan Quinet, qui est un ancien boxeur de l'équipe nationale. Donc, un gars avec au-dessus de 70-80 combats amateurs. Donc, il est quand même bien entouré. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Donc, on l'a vu en amateur là, avec des gros gants et des casques qui dominent. J'ai hâte de le voir avec des petits gants. Puis le boxeur qu'on amène, ben, c'est un jeune boxeur qui est déjà venu une fois ici au Canada, qui avait fait un match nul. Donc, j'ai hâte de voir honnêtement ce que ça va donner. Mais Eric Bassran il est destiné à quelque chose de vraiment, vraiment gros. Je pense que ça risque d'être un des meilleurs jeunes espoirs au Canada dans les dernières années. Vincent, il y avait un événement de boxe présenté samedi soir du côté d'Harrisburg en Pennsylvanie. C'est organisé par Eye of the Tiger Management. Un boxeur qu'on connaît bien ici, naturellement, c'est Christian Mbili qui faisait la finale. On va s'attarder à ce combat-là. Il affrontait un vétéran Oui. du nom de Ronald Ellis, pardon, qui avait affronté David Benavidez à son dernier combat. Avait quand même duré 11 rounds. Avait pas nécessairement gagné beaucoup de rounds jusqu'à temps que ça se termine sur les cartes des juges, mais à un moment donné, quand tu es capable de durer autant de temps, c'est parce que tu as certains atouts dans ton jeu. Ça a été une victoire assez décisive au point par Mbili, 2 cartes de 190, une autre de 99-91. Par contre, euh, j'ai senti, de par la. On avait vraiment une incursion dans le coin. On entendait les instructions de Marc Ramsey après chaque round. Et après le premier, l'entraîneur n'était pas particulièrement heureux. N'a pas été, disons, on l'a déjà vu travailler avec les Colombiens, vraiment incisif en disant là, on s'en vient chercher ta famille, là, c'est ce combat-là. Elle a toujours su appuyer sur les bons boutons, mais là, il est arrivé de dire là, est-ce qu'on a travaillé en gymnase? Il faut revenir à cette base-là. Je pense que Marc Hamzé était un peu déçu. En tout cas, moi, ce que j'ai perçu en regardant le combat, c'est certaines lacunes au point de vue défensif. Par contre, avec le style qu'il pratique, il s'expose d'une certaine manière, Billy, à recevoir des coups. Tu sais, Christian Belli a un style purement offensif, là, un style, moi, ce que j'appelle des années 70, là, tu sais, des boxeurs américains un peu à la Marvin Hagler qui aiment rentrer à l'intérieur. Puis sa condition physique est exceptionnelle, fait que ça lui permet de pouvoir lancer beaucoup de coups et d'avoir ce style physique-là. J'ai pas trouvé particulièrement qu'il avait pris beaucoup de coups.
Ellis, qui est un boxeur extrêmement durable, qui est capable de prendre des coups, qui a une défensive étanche. Euh, la seule chose que je peux dire de négatif contre Christian dans ce combat-là, c'est qu'il a lancé beaucoup de coups dans les gants. Beaucoup de coups dans les gants là, de Ellis. Mais le travail au corps, ça fonctionnait à merveille. Il a réussi à ralentir Ellis. Il doit avoir lancé, j'ai pas vu le nombre de coups sur la cible, là, mais il a lancé au minimum 2 à 3 fois le nombre de coups de Ellis. Il a pris le centre du ring, il a emmené Ellis dans le coin. Puis ce que j'ai aimé, c'est Marc dans le coin. Il parlait d'envoyer la boulette. C'est son gros crochet de droite par-dessus. Mais le crochet de droite, il fonctionnait bien. Puis Marc, c'est intelligent ce qu'il a dit. Il a simplement dit ça fonctionne. Il n'y a pas de ressources pour arrêter ce coup-là. On continue à le lancer. Quand quelque chose fonctionne dans un combat, il faut que tu continues à l'appliquer. Ça fonctionnait bien dans le cas de Christian. Quand quelque chose fonctionne, tu continues à le faire. Cette main droite-là, elle doit avoir touché dans le combat au moins 60 fois. Puis à la fin, Ellis se tenait l'oreille. Tu sais, et clairement, c'est un coup qui a fait mal. Non, il n'a pas été capable d'arrêter un gars qui était durable contre Ronald Ellis, mais Ellis, il revenait d'un camp, il était en super forme, il revenait d'un camp avec Canelo Alvarez. Hein. Fait qu'on parle d'un gars qui était dans une condition physique exceptionnelle, qui était dans un camp d'entraînement qui est de plus que de haut niveau, un camp d'entraînement d'élite mondiale. Donc, c'est une super belle performance, un 10 rounds d'expérience incroyable pour Christian Billy. Je pense qu'il vient de se faire un nom. Donc, tu sais, il n'y a pas grand-chose de négatif, je te dirais, dans ce combat-là. Je pense que on a monté d'adversité, puis même si on a monté d'adversité, ben, on a eu quoi, une domination de 9 rounds à 1. Donc, somme toute, c'est très, très, très positif. Je pense pas qu'il a été blessé non plus dans ce combat-là. Donc, moi, je vois beaucoup plus de positifs que de négatifs de ce combat-là. Je pense que Christian vient de prouver que c'est un vrai top 10 mondial. J'ai hâte de voir après ça, ça va être quoi la prochaine étape. Justement, comme matchmaker, quel genre d'adversaire tu verrais pour la suite des choses? Ben, on est rendu avec Christian que ça prend un combat contre un gars classé. Donc, si on ne reçoit pas une invitation pour un combat éliminatoire, ben, on va falloir fouiller dans le top 10 mondial d'une des 4 organisations. Il va falloir trouver un des gars là-dedans qui va accepter d'affronter Christian. Ça ne sera pas facile parce que là, on parle d'un Olympien, on parle d'un gars qui est jeune, qui a un gros ratio de KO, hein, quand même 18 KO en 20 combats. Mais il va falloir commencer à allonger plus d'argent pour faire venir quelqu'un pour Christian. Ou on va attendre l'invitation d'un réseau de télévision pour un gros combat aux États-Unis ou en Angleterre. Mais ça prend, et on est rendu là pour Christian, ça prend un gars qui va être classé dans le top 10 mondial d'une des 4 organisations. On ne peut pas aller en arrière. Là. Bon, on l'avait vu, hein, notamment, la plus récente peut-être progression qu'on a vue comme ça dans les classements, c'est celle de Denis Stevenson. Hein, lançait des, des perches à gauche et à droite et absolument personne qui voulait l'affronter jusqu'à temps Ah. qu'on trouve, par exemple, je me souviens, c'était quoi? C'était Noé Gonzalez, là, le, le- Ouais. le boxeur d'Amérique du Sud. Hein, a fallu allonger plusieurs dizaines de milliers de dollars pour Ouais, ouais. aller chercher sa ceinture et le classement qui venait avec, là, mais Ouais, je pense que c'était le tu titre penses un horizon d'à WBC peu près Silver. combien de combats pour Mbili avant de quelque chose de ultra significatif dans sa progression? Que tu espères avoir encore un ou deux combats ou On est à probablement 2, maximum 3, mettons, si je suis pessimiste, là. On est à 2 à 3 combats d'un combat de championnat du monde. C'est vraiment pas Christian. aussi Faut rapide juste que pas ça? qu'il échappe. Ouais, ouais. Faut juste pas qu'il échappe ces 2 prochains combats. Je pense qu'on est rendu là, là. Tu sais, il est bien classé. Cette victoire-là contre Ellis vient d'ouvrir un éventail de possibilités puis une porte vers le top 5 mondial. On est à 2 à maximum 3 combats d'un combat de championnat du monde. On est rendu là, Christian, là, tu sais. Je vois pas à l'extérieur du top 15 mondial, même qui peut lui donner des problèmes présentement. C'est un vrai top 10 mondial, Christian. C'est un boxeur d'élite. On a pu voir en amateur, sa défaite serrée, c'était contre le double médaillé d'or olympique Ariel Lopez. Chez les pros, il a dominé tout ce qu'on lui a donné. T'sais. On a pu voir le combat d'avant contre un Espagnol qui était champion d'Europe, qui était censé être durable. Il l'a passé dans le tordeur en dedans de 3 rounds. Il est trop fort pour les boxeurs de niveau nord-américain ou des européens ou continental. Ça prend vraiment un gars de top 10 mondial. Comme j'expliquais, là, avec une victoire contre Ellis, là, on va lui donner un nom qui va être plus connu. Je ne sais pas si ça va être un Gabriel Rosado ou un gars qui va être soit un combat comme long ou avec un top 5 mondial. Puis avec une victoire là, ben, on va le mettre dans un combat éliminatoire ou un combat qui va être proche d'un combat de championnat.
pense qu'on est rendu là avec Christian, c'est vraiment un boxeur d'élite, puis ça va prendre un boxeur classé ou un non, simplement. Il y en avait vraiment pour tous les goûts samedi soir hein, sur la scène locale. Pour nous ici, bon, on suivait le gala d'Eye of the Tiger, mais bon, Showtime ou DAZN, je ne me souviens plus, c'était une tour d'honneur. Et sur ESPN et RDS, il y avait Vasily Lomachenko. Hein, c'est un peu toujours c'est encore un grand phénomène malgré sa défaite contre Teofimo Lopez. C'est un boxeur qu'on suit toujours. Tu parlais de la force déployée par Beterbiev à courte distance. Lomachenko, la chute au plancher qu'il a provoqué contre Richard Comey, on a senti que c'était pas un coup qui partait de loin comme on est habitué avec Stevenson, mais c'était que de force déployée à courte distance. Ouais, Après cette chute au impressionnant. plancher-là, s'adresse au coin de Richard Comey en disant là, c'est quoi vous faites, là, réveillez-vous. On voit, là, c'était pas l'après Lopez, hein, c'était son deuxième combat depuis Non, cette défaite-là. On sent, c'est pas un boxeur qui est fini. Il y non. a encore là, Je vais aller plus loin que ça, tu sais, ces 2 défaites, ça aurait pu être 2 victoires. Dans le cas de Salido qui est arrivé 5 livres en surplus, il aurait dû se faire enlever des points. Il a donné à peu près 20 coups, en dessous de la ceinture. C'est un combat qui aurait dû être une victoire pour Lomachenko. Contre Lopez, c'était pas sa soirée, il avait une blessure à l'épaule, puis au lieu de remettre le combat, il a décidé de prendre le combat quand même s'il était pas à 100. Je pense qu'avec ce que j'ai vu de Lopez, si on ferait Lomachenko-Lopez, Lomachenko gagnerait 8 fois ça. Donc, c'était juste pas sa soirée ce soir-là. Puis ça arrive. Sugar Leonard a perdu des combats, par exemple contre Roberto Duran, c'était pas sa soirée le premier combat, il a remporté le deuxième. Honnêtement, je pense que le meilleur poids léger au monde présentement, c'est Vasil Lomachenko, même s'il n'y a pas de ceinture. Si tu le mets avec Kambosos présentement en Australie, Kambosos qui vient de gagner son combat avec éclat contre Lopez, ben, je vois Lomachenko arrêter probablement Kambosos, il gagne le combat. Si tu le mets avec Devin Haney, il bat Devin Haney. Si tu le mets avec Ryan Garcia, il va battre Ryan Garcia. Présentement, pour moi, le meilleur poids léger au monde, c'est Vasil Lomachenko. Il vient de le démontrer samedi. C'était toute une démonstration. Euh, comptez-le pas pour finir. T'sais. Maintenant, on est dans une ère où un boxeur perd un combat parce que c'est pas sa soirée, puis on le casse tout de suite dans une case. Ah, ben, c'est pas Floyd Mayweather, il est fini parce qu'il y a une défaite. C'est pas vraiment le cas. Vasil Lomachenko, il a eu une fiche amateur, je pense que 396-1. Il a perdu une fois, il a rebattu le gars 2 fois. Une défaite, c'est pas la fin du monde pour un boxeur. Puis c'est pas un boxeur qui est particulièrement usé chez les professionnels non plus. Il a eu des petits problèmes avec ses mains, avec son épaule, ça semble réglé. Il est jeune, tellement talentueux, c'est spécial. On l'appelle The Matrix, c'est pour une raison. Les angles qu'il se donne, c'est un boxeur qui est unique. Il y en a un comme ça par génération. Et je vous le dis présentement, à mon avis, je ne vois pas un Lomachenko à 100%, il n'y a personne à 135 livres qui va le battre. qu'est-ce que tu as évoqué le nom de Cambozos qui a battu Teofimo Lopez un peu beaucoup contre toute attente. Comment Oui, t'expliques ça, cette surprise-là qui a eu lieu il y a quelques semaines? 2 raisons. Cambozo, c'était meilleur que je pense que les gens pensaient. Il a battu Mickey Bay, il est bon, un très bon boxeur. Je pense que Lopez l'a pris à la légère, ça a pris du temps avant d'avoir. Tu sais, on parle d'une grosse victoire comme celle contre Lomachenko, tu es censé monnayer là-dessus, puis de ce qu'on appelle en anglais cash on it, puis continuer. Puis je pense que Lopez s'est assis là-dessus, tout simplement. Sa vie après ça, il est parti un peu sur la dérape, il est parti un peu sur le party. Il s'est séparé d'avec sa femme. Il a célébré sur sa victoire, puis à partir de là, ça a commencé à être la chute pour Lopez. Je pense que gagner ce combat-là, ça lui a pas rendu service tout ce qu'il faut. T'sais, honnêtement, oui, ça a été une grosse victoire. Mais à partir de là, on a pu voir qu'il ne s'est pas entraîné aussi sérieusement. Il a pris après ça, plus qu'un an sans se battre. Il a comme passé à côté de la traque carrément après ce combat-là. Puis Cambosos a juste sauté à pieds joints là-dessus. Il a vu que Lopez, il, il était plus aussi dédié à l'entraînement. C'était pas le même Lopez qu'avant Lomachenko. Il s'est dit, je vais banquer là-dessus. Il est arrivé très, très bien préparé. Et on a pu voir comme un Cambosos à 100% avec un Lopez à 75-80%. Il ne l'a pas pris au sérieux. Et quand on ne prend pas un adversaire au sérieux à ce niveau-là, au niveau élite, ben c'est exactement ça qui arrive. Puis, honnêtement, on donne toutes sortes d'excuses là, présentement. Ah, puis 140 livres, puis c'est le poids, puis c'est. Non, la raison, c'est simple, c'est qu'il ne s'est pas entraîné aussi sérieusement.
Il était pas depuis un an qu'il était pas aussi assidu au gymnase, il a laissé traîner ça. Puis je pense qu'il a juste surfé sur sa victoire contre Lomachenko avec le résultat qu'on connaît. Donc, est-ce qu'il est fini? Non, c'est un jeune boxeur. Je pense qu'il va apprendre de ça. Mais est-ce qu'il va être aussi bon que dans ce combat-là contre Lomachenko? Non. Je pense qu'on a vu le meilleur de Teofimo Lopez dans le combat contre Lomachenko. Je ne sais pas si on va le revoir à ce niveau-là, honnêtement. Peut-être qu'il va être capable de rebattre un gars comme Kambosos, mais je ne le vois pas rebattre un Lomachenko. Je ne le vois pas à 140 livres être capable de battre un Josh Taylor. À 140 livres, ils sont immenses. Là. Taylor, il se promène à 170 livres pour descendre à 140. C'est des gros bonhommes. Donc, non, je pense qu'il va revenir à 135 livres. Est-ce qu'il va redevenir champion du monde? À 135 livres, peut-être. Mais si Lomachenko reprend les ceintures, je pense pas qu'on va le revoir champion. Ça va être intéressant de le revoir dans le mix. Moi, je voudrais le voir avec des aînés, je voudrais le voir avec Garcia, je voudrais le voir. C'est des combats qu'on veut voir. Les jeunes, présentement, ils s'affrontent pas, puis ça serait intéressant. Tu peux mettre un alors, c'est quoi son nom? Tank. Tu peux mettre Tank Davis dans ce bassin de boxeurs-là à 135 livres qui est ultra intéressant. Là. Maintenant, tu as Cam Bozos, tu as Tank Davis, tu as Ryan Garcia, tu as Lomachenko, tu as Teofimo Lopez. C'est 5 gros noms qui vont être intéressants. Pourquoi pas les mettre ensemble? À l'époque, on parlait des Four Kings. La raison pourquoi c'était les 4 rois, c'est qu'ils se sont affrontés les 4. Là, on a un bassin de boxeurs qui est ultra intéressant à 135 livres. Il faut mettre ces gars-là ensemble dans le ring. Il faut voir c'est qui le meilleur de ces gars-là. Ça va donner des combats tellement intéressants. On ne peut pas se tromper. Honnêtement, ça serait un crime contre la boxe de ne pas mettre ces 5 gars-là ensemble et de les faire boxer ensemble. C'est 5 des plus gros noms qui sont pas mal dans la même catégorie de poids. Ça serait criminel de ne pas les mettre ensemble. Ouais, ben, comme on le voit à 147 livres aussi, hein, on attend tous le combat entre Terence Crawford et Errol Spence. Puis c'est Porter, même si souvent arrive malheureusement à court, là, mais c'est pas une question de talent, c'est pas une question de volonté. Là, il est juste meilleur que lui, mais Sean Porter, chaque fois qu'il se bat, ça donne tout le temps des feux d'artifice puis des combats spectaculaires à outrance. On aurait tout à gagner Vraiment à vrai. opposer les meilleurs. Tout à Dans le fait. cas de Un Lopez, combat est-ce que comme. c'est récupéré? Dans le cas de Lopez, est-ce que c'est Oui. récupérable? Là, il y a un truc qui me pop en tête, c'est celui d'Andy Ruiz. Ouais. Hein? Il était parti sur la Fiesta Ouais. après sa victoire inattendue. Mhm. Là, a fait un changement de cap. C'est-à-dire qu'il est allé s'entraîner avec le meilleur boxeur livre pour livre de la planète, Canelo, son entourage Eddie Reynoso. Est-ce que tu penses que Lopez aurait peut-être intérêt à se séparer de son père? Là, parce que pas nécessairement des mots doux qui se sont échangés après la défaite. Le père de Teofimo Lopez, vous allez m'excuser l'expression, mais c'est un imbécile de base. C'est pas un gars intelligent, c'est pas. Il n'y a pas de ressources dans le coin. Je pense que le changement est dû. Le problème, c'est que quand c'est ton père, ça peut être complexe. Puis, le bonhomme est assez spécial aussi. Donc, ça risque d'être complexe. Je pense qu'il va toujours être dans l'entourage de son fils, peu importe ce qui va se passer. Donc, le potentiel d'amélioration, il est très, très minime. Je pense comme j'expliquais, qu'on a vu le meilleur de Lopez. C'est sûr qu'on va le revoir. Je pense pas qu'il va s'asseoir sur ses lauriers une autre année et demie à rien faire. On va le revoir. Il va être encore bon. Lopez n'est pas fini. Là. Il est très, très jeune. Mais est-ce qu'il va continuer de s'améliorer? Pas avec le père dans le décor. Je pense pas qu'on va le voir encore meilleur que ce qu'on l'a vu avec Lomachenko. Donc, oui, un changement serait bénéfique. Mais quand il est question d'un père dans l'entourage comme ça, puis d'un bonhomme aussi spécial, je pense pas que ça va arriver. Il va toujours être dans le décor. Donc, les résultats qu'on connaît, puis avec ce que ça. Il va toujours causer du trouble. Quand il va avoir une promotion, il va toujours causer des problèmes. Il va toujours. Le bonhomme, il a vraiment une grande gueule. Il va toujours continuer de chercher le trouble. Quand on a quelqu'un dans l'entourage comme ça, ce que j'appelle une pomme pourrie. Quand tu as une pomme pourrie dans le panier, ça va pourrir le reste. Fait que même si tu amènes un nouvel entraîneur dans le décor, puis le père est toujours là à parler comme ça en arrière, il n'y a rien qui va changer. Est-ce qu'on va voir Lopez s'améliorer? Non, pas avec le père. Ben, écoute, Vincent, ça fait pas mal le tour de l'actualité pour cette semaine hein, aussi. Il y a toujours, là, on sent que ça fait plusieurs fois que je le répète, là, mais il y a tellement de bons combats à l'affiche, tellement de trucs intéressants, de choses intéressantes. Plutôt, je pense à un combat entre Joseph Parker et Derek Chisora, oui, qui va être présenté Ça va être le bon. 18 décembre. Luis Ortiz contre Charles Martin. C'est une autre affiche super intéressante chez les poids lourds. Donc, là, on sent.
On a pas l'ennemi est vraiment derrière nous, là, mais quand on voit qu'il y a beaucoup de combats, on se dit ça augure super bien pour l'avenir. Ouais, la boxe est en santé. Tu sais, avant la pandémie, ça chialait qu'il y avait un gros essor, que les arts martiaux mixtes avaient pris le dessus. Pour moi, il n'y a rien de meilleur qu'un bon combat de boxe entre 2 boxeurs d'élite bien préparés, qui sont au même niveau, tu sais. Un combat, j'ai adoré le combat entre Porter puis, Crawford. Tu sais, des combats comme ça, c'est tellement spectaculaire, on veut voir ça. Puis, tu sais, un combat contre Fury Wilder, le numéro 3 qui est excellent. J'ai hâte de voir, ce que Wilder va faire avec Dylan White, ça va être spectaculaire. Tu sais. On veut voir des Tyson Fury contre Alexander Gvozdyk. On veut les voir, ces grands combats-là. Canelo Alvarez contre Beterbiev, ces grands combats-là, on souhaite qu'ils arrivent. Puis, tu sais, on voit qu'il y a des beaux combats qui s'en viennent. On va juste continuer de souhaiter à ce que les réseaux de télévision travaillent ensemble, que les différents promoteurs puissent travailler aussi ensemble pour donner les meilleurs combats possibles. Je pense qu'on est sur la bonne voie avec ça. Ben, comme à l'habitude, hein, je vous invite pardon, à visiter le rds.ca/balado-diffusion ou encore l'application iHeartRadio pour offrir tous les contenus qui vous sont proposés par RDS. Donc, au nom de Félix Payet à la mise en onde, Luc Dansois à la production et de Vincent Morin, ici Francis Parquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à bientôt.